ton père, il était harki. J'ai suivi ton chemin pour comprendre ton histoire, pour tisser un lien entre le vide et ta mémoire. J'ai plongé dans tes souvenirs, je n'y ai vu que des traces. Pour parvenir du silence au rire, il m'a fallu trouver ma place. Tu as construit ton empire avec tes foi et lois. Moi, j'avais besoin de comprendre tes choix. Cet amour qui résonne en moi, j'ai voulu mettre des mots sur des non-dits. Je veux savoir qui je suis. Je veux savoir d'où je viens. La guerre d'Algérie. Guerre fratricide, guerre civile, guerre qui a marqué à vie une génération et qui a laissé derrière elle de profondes blessures et une totale incompréhension. Elle a débuté le 1er novembre 1954 par le meurtre d'un musulman, le caïd Sadok. Elle s'est achevée dans un bain de sang et le massacre des Harkis. Harkis, Mohasni, Spahi sont les enfants de ceux qui se sont battus pour la France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale et toutes les guerres d'outre-mer. Ils ont cru aux promesses de la France, leur patrie. Ils se sont levés pour défendre leur famille, leur village, face à une rébellion qui agit par la terreur. L'abandon des Harkis par la France et leur massacre en 1962 reste la page la plus douloureuse de la guerre d'Algérie. Le nombre de morts serait voisin de 80 000, familles comprises. La responsabilité du gouvernement français est grande, qui n'a pas voulu prendre le temps de protéger ses Harkis alors qu'il en avait les moyens et le devoir. Ceux qui ont combattu en Algérie restent marqués par cet abandon, sans précédent, de leurs camarades. De l'oasis de Siwa, en Égypte, au littoral de l'Atlantique et aux rives du Niger, les premiers habitants de cette terre brûlante sont les Berbères. Dans l'Antiquité, on les appelle les Numides, et c'est chez eux que les Phéniciens de Tyr fondent Carthage. C'est en Numidie, intégrée à l'Empire romain, que naît saint Augustin en 354, dans une société imprégnée de romanisation et de christianisme. Au fil des siècles, les influences et les invasions se succèdent. Les Byzantins, les Vandales, les Arabes, les Espagnols, les Turcs, Berbères judaïsés, Caïna, légendaire reine de l'Aurès, animent la résistance à l'invasion musulmane jusqu'à sa mort, au début de 702. Au début du XIXe siècle, le sultan règne sur les 4 provinces, Alger, Constantine, Oran et Médéa. Mais la puissance du Dey est avant tout celle d'Alger, plaque tournante du commerce d'esclaves et base des pirates. Il n'a jamais existé d'État algérien, il y a eu des tentatives à plusieurs reprises. L'Algérie a été une colonie occupée par plusieurs États successifs. En 1830, un différend financier entre Paris et le Dey d'Alger se transforme en incident diplomatique. Et la France en profite pour intervenir, avec le soutien tacite de ses voisins, qui veulent mettre un terme à la piraterie qui sévissait en Méditerranée. Alger tombe en quelques jours devant le corps expéditionnaire du général Bourmont. Cette victoire ouvre la voie de la colonisation. Dans un pays qui n'est pas encore un État, les Français découvrent un peuple, mosaïque de 3 ethnies, pétri par les dominations qui ont façonné son visage et sa culture,
les Berbères, les Juifs, les Arabes. C'est la France qui établit les frontières et qui donne par décret du 14 octobre 1839 un nom à ce territoire, Algérie. La Constitution de la Troisième République déclare cette Algérie territoire français. Dès le début de sa conquête, la France se trouve confrontée au problème du statut de sa nouvelle colonie, l'Algérie, et au destin des populations qui la peuplent. Car pour devenir citoyen français à part entière, conformément au décret de 1870, les musulmans doivent renoncer à leurs droits coutumiers et coraniques et accepter les lois de la République. Leur représentation est limitée au Parlement d'Alger et dans les conseils généraux et municipaux. Cette représentation nationale va attendre 1944 et la création d'un second collège. Mais plus d'un siècle de cohabitation avait créé des liens forts. Les tirailleurs algériens se sont battus pendant un siècle, côte à côte, avec les recrues de France. Ceux qui ont partagé la fierté des combats, la fierté de l'aventure, le risque, la mort. Quand on a combattu ensemble, on est frères, très vite. Ceux-là sont proches de la France, avec une idée de la France qui est leur idée et qui est une idée qu'ils cultivent en Algérie, qui n'est pas forcément exactement la réalité de ce que pensent, de ce que disent et du regard des Français. Mais l'Algérie reste le pays des contrastes. Contraste entre les villes somptueuses et la campagne pauvre. Contraste entre riches colons ou musulmans fortunés et la majorité de la population européenne ou autochtone qui, elle, vit pauvrement. Le 8 mai 1945, alors que le monde entier célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie, une émeute éclate à Sétif. Les manifestants, galvanisés par des appels au djihad, se répandent en ville et massacrent des Européens. La répression sera impitoyable. La France obtient un répit de 10 ans. Mais la conjoncture internationale a changé. C'est l'époque où la sourde bataille pour les zones d'influence est engagée entre les grandes puissances. Les États-Unis laissent la France affronter seule les communistes vietnamiens appuyés par la Chine jusqu'à la défaite de Dien Bien Phu. On retrouve les traces des services secrets britanniques et espagnols dans le déclenchement des révoltes du Maghreb. Mais surtout, c'est la grande expansion de l'Union soviétique, qui, en profitant du grand mouvement de décolonisation, essaie de remplacer les anciens pouvoirs coloniaux, forte de son implantation idéologique. Après avoir occupé par la force l'Europe de l'Est, l'URSS vise plus haut et plus large. Il y a une opération de pénétration en Afrique qui est lancée dans toute l'Afrique, en particulier par Khrouchtchev, et qui vient en aide en particulier aux Égyptiens, qui intervient en Afrique noire également. Le 1er novembre 1954, encouragés par la défaite française en Indochine, les nationalistes algériens déclenchent l'insurrection par une série de 30 attentats et de sabotages qui font 8 morts sur l'ensemble du pays. Guy Monroe est l'une des victimes. Arrivé depuis 3 semaines, ce jeune instituteur et son épouse ont choisi avec enthousiasme d'enseigner à des enfants d'un village perdu, du massif des Aurès. Mais celui qui est visé dans le bus qui les transporte vers Arris, à travers les gorges de Tiranimine, c'est l'un de ces caïds choyés par l'administration et considérés par les nationalistes comme des traîtres. Un petit nombre d'hommes est à l'origine de ce mouvement révolutionnaire. Son but, c'est l'indépendance. Il parviendra à l'imposer. Mais déjà, l'idée avait germé en France. Dès 1920,
les ouvriers émigrés travaillant en France sont pris en main par le Parti communiste français. Ils ont eu les aides des pays arabes, ils ont eu les aides des pays communistes, et puis, dans une certaine mesure, ils ont également eu l'aide des pays anglo-saxons. Il est certain que l'Amérique, la CIA en particulier, et puis les syndicats américains ont aidé le mouvement de libération algérien. Mais ils perçoivent aussi ce malaise qui monte dans les couches les plus démunies de la population, et ils comprennent que les espoirs d'une vie meilleure préparent le terrain de la révolte. Le FLN, comme tous les mouvements révolutionnaires, est loin d'être monolithique, et ce seront les éléments les plus radicaux qui finiront par s'imposer devant les mouvements les plus anciens, comme le MNA, le Messali Hadj. Le FLN va tuer bien davantage de musulmans algériens opposés à sa cause que d'Européens. Son but évident était de faire basculer la population musulmane dans son camp par tous les moyens, y compris la terreur. Je gardais les chèvres avec des copains, et d'un seul coup, il y a un gars qui est passé avec un impair, et sous son impair, on sentait qu'il avait un fusil. Il s'est arrêté pour nous dire les gars, il n'y a pas les soldats de l'armée française par ici. Non. Il fait 2-3 pas, et puis il se retourne et dit vous m'avez pas vu, hein. Non, on vous a pas vu. Et on est rentré en vitesse avec nos troupeaux de chèvres et de moutons, avec la peur, pour la première fois, on voit ce qu'on entendait dire un filaga. C'était une poignée de révolutionnaires dans le Djebel qui dominaient notre village et des villages environnants, et ils ont préparé les gens avec des moyens vraiment rudimentaires, c'est-à-dire des couteaux, des pelles, des pioches, petits bidons d'essence, voire quelques fusils de chasse. Et le 20 août 1955, à midi, pile, ils ont attaqué l'Épée Noire, ils ont arrêté des bus et tué des gens, ils ont brûlé autour de nous. Et c'est là vraiment la prise de conscience que les événements avaient commencé en Algérie. Et c'est là où, si vous voulez, la peur s'est installée dans nos ventres. Je vais arriver, mon père complètement vidé, avec son calot dans la poche, ses chaussures dans la main, était pieds nus, en hurlant, c'est la guerre, c'est la guerre. Il était complètement bouleversé. Jean Daniel, pourtant partisan de l'indépendance de l'Algérie, le dit. Les premiers maquisards de novembre 1954 ont livré d'abord une guerre civile pour transformer tous les Algériens en étrangers à l'intérieur d'un territoire francisé. C'est ainsi que le MNA de Messali Hadj sera peu à peu éliminé. Quand le garde champêtre est arrivé au bris de la mairie, ils l'ont pris, ils l'ont égorgé. Tout le monde se posait la question pourquoi, parce que c'est un ancien déjà lui-même du MNA. Mes parents sont tués par les FLN à l'Algérie. Je me suis retourné dans tous les sens et bien je voulais me venger de ces gens-là qui m'ont fait beaucoup de mal. Mon père, soi-disant que c'était une personne qui travaille pour la France, et bien ils ont demandé une amende. Et lui, il a dit, moi je ne connais pas ces gens-là. Pourquoi que j'ai payé cette somme d'argent? Et bien, ils sont vengés sur lui. Voilà. Mon père était engagé militaire, il était parti en Indochine. À son retour d'Indochine, il était toujours militaire, sous contrat. Et au cours d'une permission, ça devait être début 57, au cours d'une permission, les gens du FLN sont venus le chercher. Ils sont venus de nuit, ils l'ont emmené. On ne l'a jamais revu. Son plus jeune frère l'avait suivi pour défendre sa cause. Son plus jeune frère n'était ni militaire, ni engagé d'un côté, ni de l'autre. On a appris par la suite qu'ils avaient été tués tous les deux dans la nuit où ils avaient été enlevés. Sur ces entrefaites, deux de mes oncles, donc les frères de ma mère, se sont engagés comme harkis. Mon père a été tué avec quelques membres de la famille. Il a défilé comme tout le monde. Et
il a signé sa mort. Pendant les premiers mois du conflit, la rébellion a recours délibérément à une stratégie de terreur visant à provoquer des représailles et par là creuser un fossé sanglant entre les communautés. Cette prise en main de la population par le FLN va devenir atroce. On massacre les familles et leurs animaux pour des faits les plus anodins. Fumer pendant le ramadan, porter les médailles pour les anciens combattants ou percevoir leur pension, refuser de payer l'impôt révolutionnaire qui fait vivre les maquisards. On coupe le nez, les oreilles, les lèvres, pour faire des exemples. C'était la terreur. Et c'est le grand mal des Félagas du FLN, c'est même on s'entretuait entre le chef décidé de tuer. Il n'y avait pas de jugement, il avait la vie et la mort sur les uns comme sur les autres. Le FLN, quand il est arrivé dans les années 54, 55, 56, son premier geste, c'est de s'attaquer aux notables, aux médecins, aux instituteurs, brûler les écoles. C'était le travail qu'a fait le FLN. Et ça, on ne le dit pas assez. On reporte tout sur l'armée, sur les harkis, mais le FLN a été le premier à pratiquer la torture. J'ai vu des dizaines et des dizaines de gens égorgés sur le bord de la route. La première personne que j'ai vue égorgée, c'est en 55, en novembre 55. Je vous assure que ce n'est pas beau, quelqu'un d'égorgé. C'était un gars qui revenait d'Indochine et il était libéral de son unité. Il prenait sa retraite et on lui a dit « Tu pars avec nous ?» Il leur a dit « Non, j'arrive, je vais rester avec ma famille quelques jours et puis après, si vous revenez, je partirai avec vous. » Non, ils l'ont sorti, ils l'ont égorgé. Sans raison valable. La seule raison, c'est parce qu'il n'a pas voulu les suivre. Et de le voir ça le matin, au lever du jour, ça vous traumatise. Hein. Pendant 8 jours, je n'ai pas dormi. Pendant 8 jours, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas réussi à m'endormir. Les paysans prennent les armes pour se défendre eux-mêmes. Et celui qui en a l'idée, c'est un ethnologue, Jean Servier, qui se trouve dans les Aurès pendant la fatidique Toussaint Rouge de 1954. Ancien militaire, Servier explorait le pays berbère depuis 5 ans. Il conseille à l'administrateur de la région de confier les 50 fusils de la commune aux caïds du Douar, plutôt qu'aux colons européens. Ainsi prend naissance la première ARCA. La motivation première était de protéger ma famille. Cette fierté quelque part d'être l'homme, pour autant j'étais très jeune, de me sentir responsable de toute la famille et responsable moralement de vouloir absolument aider ma famille. Et c'est pourquoi je me suis engagé, et je me suis présenté devant un lieutenant et je lui ai dit voilà, je suis volontaire pour entrer. Voilà comment on devient harki, tout simplement par la nécessité de se protéger face à un déferlement de violence. En 1957, il y a eu un changement de limite dans les structures du FLN et là, la région est passée non pas aux mains des Kabyles, mais aux mains des Arabes qui venaient du Constantinois. Et à ce moment-là, ça s'est très mal passé avec les villages kabyles parce que c'est les gens du FLN qui arrivaient ont exigé qu'ils fournissent des personnels. Ils ont demandé 25 garçons pour s'engager dans les maquis. Et ils demandaient également 5 filles. Alors ça, les Kabyles ne l'ont pas supporté parce que c'était totalement contraire à l'honneur kabyle que de penser que des filles allaient partir dans le Djebel et allaient être soumises à tout ce qu'on peut supposer. Et donc, à ce moment-là, les gens du village se sont ralliés à l'armée française. Ils ont demandé des armes et donc on a constitué une ARCA. Et puis, on a donné des fusils de chasse dans les villages en autodéfense. Alors, autrement dit, les vieux montaient la garde dans le village, jour et nuit, et les jeunes étaient en opération avec les dragons. François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, crée les groupes mobiles de protection rurale, devenus par la suite groupes mobiles de sécurité.
Ils sont chargés de protéger les édifices publics et les marchés. Si les premières harkas regroupant quelques civils musulmans sont créées en 1955, le terme ne sera clairement défini par le commandement supérieur de l'armée qu'en 1956. Elles sont le plus souvent utilisées en renfort des unités implantées dans le douar ou le village. On n'en parle jamais du courage, mais vous savez, si l'on a besoin de harkis, c'est parce qu'eux parlent la langue du pays, connaissent le pays, savent suivre des traces, même la nuit. Ceux que j'avais, ils suivaient les traces au clair de lune. Et pour suivre les traces, il faut marcher devant. Ils savaient où étaient les caches parce qu'ils étaient du pays. Ils savaient comment on cachait les choses, les armes, le ravitaillement, etc. Si vous allez chercher les caches, vous n'êtes pas derrière les autres, vous êtes devant les autres. Ils étaient très souvent devant les autres. Et donc, ce sont des hommes qui ont pris des risques. Ils prenaient des risques constamment. Le statut des harkis est précaire. Il est soldé chaque mois, mais ne peut prétendre à aucune sécurité sociale ni retraite. Il peut être radié sans préavis, et s'il est tué, sa famille ne reçoit pas de pension. Leur rôle sera amplifié en 1959 par le général Schall, qui a compris tout l'intérêt de leur coopération. Ceux qui restent à la fin de toutes les opérations, qui sont toujours sur place le soir, ce sont les harkis. Les tirailleurs, les légionnaires, les spahis, ils rentrent chez eux dans leur poste et dans leur caserne. Les harkis qui protègent le village, les harkis sont toujours là. Et tout ce qui s'est passé, en bien ou en mal, ils l'assument, et ils l'assument pendant 7 ans. On faisait beaucoup d'ouvertures de route, beaucoup la nuit. Nous avons comme mission aussi, c'est bien entendu d'être en tête des sorties de la compagnie ou des sections sur le terrain à la recherche, bien sûr, de Felen. À l'époque, on a parlé ça des félagas. On travaillait énormément. On était très peu payés, mais le peu d'argent, ça nous permettait quand même de nourrir et aider la famille. Faute de comprendre la réalité et de donner un nom à cette guerre pendant les 2 premières années, c'est le FLN, avec son bras armé, l'ALN, qui a l'initiative sur le terrain. L'insurrection met en place une organisation politico-administrative destinée à l'encadrement de la population musulmane. Dès mars 1955, se constituent dans le Constantinois des comités de libération. Ils sont animés par des commissaires politiques sur le modèle soviétique. Souvent aussi collecteurs de fonds, ils diffusent leurs consignes par l'intermédiaire d'agents de zone, de secteurs et de groupes. L'Algérie est partagée en 6 régions, ou vilayas. Face aux hésitations de la France, la rébellion prend de l'ampleur et installe sa terreur. Le moindre truc, vous êtes embarqué, moi-même, j'ai visité sans faire exprès le camp de la mort. J'ai vu quelque chose, à mon âge, j'avais à cette époque-là 13 ans, j'ai vu des gens enchaînés les uns aux autres, plus de peau sur le dos, les cheveux leur arrachés, tout en sang, et ils creusaient les tombes vivants, ils les enterraient vivants. J'ai vu parce que le chef de Mousseblin un jour m'a dit « Tiens Cassie, tu vas amener à manger à tel endroit ». Je me suis rendu sur les lieux. C'est là que j'ai trouvé le coup de camp de la mort, les prisonniers. Le fameux gars, leur chef, habillé en noir, pistolet à la taille. Et j'étais tellement paniqué quand j'ai vu tous ces gens-là qui étaient enchaînés les uns aux autres et puis qui étaient en sang. Je suis sorti par la mauvaise porte et je tombe sur un gars que je connaissais bien qui me dit comme ça « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là ?» Je regarde et il était en train de creuser une tombe. Et le gars qui était allongé à côté, il était allongé, c'est pour le mettre dans le trou, il était encore vivant. Début 1956, près d'1 millier de villageois qui s'étaient constitués en groupe d'autodéfense sont massacrés sur ordre d'Amirouche. Les effectifs militaires en Algérie sont augmentés. Le service militaire est porté à 27 mois.
La réponse du FLN, une section du contingent est exterminée dans une embuscade dans les gorges de Palestro, leur corps horriblement mutilés. Le point culminant sera atteint avec les massacres des civils à El Halia et Philippeville, dont la responsabilité incombe au FLN. Les représailles de l'armée, appuyées par les milices européennes, sont terribles, mais ainsi le FLN a atteint son but. La coexistence entre les deux communautés est compromise. Dès lors, les services de renseignement ne peuvent que cartographier ce qu'ils appellent la contamination et le pourrissement. C'était le trafic d'armes du FLN que nous voulions contrer. Ce trafic d'armes était très important à partir des pays de l'Est. La Tchécoslovaquie, la Bulgarie, l'Allemagne même. Après l'indépendance de l'Algérie, on a vu arriver en Algérie les gens des pays de l'Est qui servaient d'encadrement. Il ne faut pas oublier que cette révolution algérienne était une révolution marxiste au départ. Un grand nombre de musulmans avaient choisi initialement la France. C'est en les éliminant que le FLN cherche à imposer par la terreur le respect des principes révolutionnaires. Avec l'idéal révolutionnaire, le pays visé doit pourrir de l'intérieur et s'effondrer de lui-même. Il y a plusieurs guerres civiles qui se superposent. Il y a une guerre entre la France et le mouvement de libération algérien. Il y a une guerre entre intérieure franco-française. Il y a également une guerre algéro-algérienne entre, d'une part, les harkis qui étaient fidèles à la présence française et les nationalistes qui voulaient notre éjection. Mais la réaction est plutôt contraire et le nombre de harkis ne cesse de s'accroître. Il y a un village très important qui était un village au pied des Babors où le FLN a égorgé un habitant qui avait refusé de payer l'impôt révolutionnaire. Et donc j'ai vu arriver à mon PC, qui était à 5 ou 6 km de là, tous les hommes du village qui se sont installés à côté de mon PC et qui ont dit « Tu nous donnes des fusils, on ne bouge pas d'ici avant que tu nous aies donné des fusils ». Bon, il a fallu que je me débrouille avec le commandant du secteur, j'ai obtenu des fusils, mais enfin ils sont restés 24 heures là à coucher dehors à la porte de mon PC. À ce moment-là, donc, on a créé une nouvelle section de Harka, une nouvelle autodéfense. Le nouveau gouvernement de Guy Mollet, investi en 1956, décide de réagir fermement. Les forces d'Indochine, dont la Légion et les parachutistes, mais aussi celles repliées du Maroc et de Tunisie, apportent leur renfort. Mais les gros bataillons sont fournis par les appelés du contingent et l'allongement du service militaire, porté jusqu'à 30 mois. En décembre 1956, le général Salan est nommé commandant en chef en Algérie. Ancien d'Indochine, adjoint du général Delattre, il est le général le plus décoré de France. Mais à Alger, la situation est dramatique. En ce début d'année 1957, le FLN a commencé une campagne d'attentats meurtriers destinée à terroriser la population européenne. La police est impuissante à y faire face. Le 6 janvier 1957, Robert Lacoste, gouverneur général de l'Algérie, fait appel à la 10e division parachutiste et donne les pleins pouvoirs à son chef, le général Massu, pour rétablir l'ordre. La bataille d'Alger est engagée, avec la bénédiction unanime du Parlement français. Quadrillant les rues, arrêtant les suspects, procédant à des interrogatoires souvent musclés, afin d'obtenir des renseignements indispensables pour mettre fin aux attentats, les hommes de Massu traquent les poseurs de bombes. La pression militaire s'accentue jusqu'à obliger le comité de coordination et d'exécution, organe de la direction du FLN, à fuir la ville. Les rebelles trouvent à l'extérieur du pays, notamment en Tunisie, le soutien et les bases indispensables à leur action. Contre les infiltrations venant de Tunisie, un puissant barrage est dressé, qui porte le nom de son initiateur, André Maurice, ministre de la Défense nationale. De Beaune au Sahara, en passant par Soukaras, il est constitué de réseaux parallèles de barbelés électrifiés et minés, complétés par des radars actionnant des canons automatiques.
quelques années plus tard. C'est ici, en déminant le terrain à main nue, sous la surveillance des mitrailleuses du FLN, que des centaines d'anciens harkis trouveront la mort. Les officiers des affaires algériennes sont au contact des populations par l'intermédiaire des sections administratives spécialisées, SAS, créées en septembre 1955 et généralisées par Jacques Soustelle, alors gouverneur général de l'Algérie. Il s'agit de reconquérir les cœurs. On a créé des écoles, on a ouvert des écoles, on a créé 2 marchés. Marché qui existe encore. Moi, j'ai vu des populations pleurer après le départ d'un capitaine. Il y a des unités qui ont fait plus que ce qu'ont fait les politiques depuis 130 ans en Algérie. Je ne sais plus si l'attachement que j'éprouve pour ce territoire et ma population vient de l'amour que je lui porte ou de l'amour que cette population me porte. Elle m'a donné le goût d'être aimé, je crois. J'ai l'air de me vanter en disant ça, mais elle en a donné des preuves. Elle en a donné des preuves, et elle m'a bien souvent dit, lorsque je lui disais, mais quand je partirai, le travail continuera, il y aura encore des secours, votre ventre sera encore plein. Et ils m'ont souvent répondu, mais ça on s'en fiche. On s'en fiche pas, mais ce qu'on veut surtout, c'est continuer à te voir, toi. Sous le terme générique de pacification, une vaste entreprise de contrôle et d'encadrement de ces populations est mise en œuvre. Il s'agit tout d'abord, en regroupant les musulmans hors des zones de conflit, d'assécher le vivier, en privant la rébellion de ses ressources et de ses appuis. Ce n'est pas naturellement sans conséquence pour ces paysans et ces éleveurs déracinés rassemblés dans des villages de regroupement. Les SAS ont pour mission de rattraper le temps perdu, de conserver l'Algérie à la France en rétablissant le contact avec la population. Leur équipe est composée d'attachés civils, d'infirmiers ou d'infirmières, renforcés par des vacations de médecins militaires, du Marsen, petit groupe composé de 10 à 30 Mohasseni musulmans chargés de la protection. Interviennent également dans certaines SAS des équipes médico-sociales itinérantes dites MC. Elles sont composées à la fois d'infirmières, d'éducatrices et d'assistantes sociales qui créeront des ouvroirs, veilleront à la scolarisation des filles, établiront des contacts naturels et confiants avec les femmes musulmanes et les aideront à sortir de leurs conditions. On faisait des cours plutôt de périculture, d'hygiène, de tricot, de couture. Elle nous disait toujours « je veux être comme toi ». Quand ils voyaient les véhicules, les enfants venaient, ils étaient tout heureux, les mains mouillées, la figure mouillée, et ils nous faisaient voir qu'ils s'étaient lavés, qu'ils avaient suivi nos conseils, donc qu'ils étaient propres. Et les harkètes, c'était des filles qui avaient 15, 16, 17 ans, qui voulaient travailler avec nous pour vivre comme nous. Donc on les prenait, on les formait sur place. Et alors, elles étaient payées sur des crédits harkis. Elles n'avaient pas leur nom officiel sur la feuille de paye, si vous voulez. Donc on n'a jamais pu prouver, quand on est rentré, que ces filles avaient travaillé avec nous. Mais en même temps, la France est en train de perdre une autre bataille, car le FLN est en passe de réussir à internationaliser le conflit. Après Messali Hadj, soutenu par le Kremlin, le FLN et le GPRA ont recherché dès le début des soutiens extérieurs. Les crises de Suez et de Sakiet seront exploitées pour demander la condamnation de la France par l'ONU. Dès sa création, le FLN y envoie un représentant. De surcroît, des émissaires du FLN sont envoyés à Stockholm, au Caire, à Moscou, à Pékin. Depuis septembre 1957, plus de 30 incidents à la frontière témoignent de l'engagement tunisien aux côtés de la rébellion.
le Conseil des ministres accorde aux troupes un droit de suite. Un raid aérien décidé par le général Salan détruit les installations ALN de la mine de Sakiet. Il y a au moins 70 tués. Bourguiba saisit le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'internationalisation du conflit recherchée par le FLN qui a multiplié les provocations à cet effet. Le 4 mars 1958, 3 soldats français prisonniers de guerre en Tunisie sont fusillés par le FLN. En réaction, le 13 mai à Alger, c'est le début d'un soulèvement qui va emporter la 4e République. Inquiète de la politique parisienne et indignée par l'annonce du FLN de l'exécution de 3 jeunes appelés du contingent, Alger s'insurge le 13 mai 1958 et réclame le retour de Gaulle au pouvoir. Sur le forum d'Alger, c'est la fraternisation entre les Européens et les musulmans, avec un immense espoir pour l'avenir. Les espoirs que cette année 58 ont fait naître. Espoir à la fois sur le plan humain et sur le plan politique. Sur le plan humain, parce que mai 58 a été marqué par des scènes de fraternisation bouleversantes à travers toute l'Algérie. Jeune adolescent, j'ai vu à la télévision ces scènes et je les ai encore dans la mémoire et dans le cœur. Et j'ai également en mémoire le récit de 2 témoins prestigieux de ces événements, l'un militaire, le commandant de Saint-Marc, qui sera le fer de lance de la rébellion de l'armée en 1961 et qui a payé par quelques années de prison cette rébellion, et l'autre civil, l'écrivain Michel Déon, membre de l'Académie française. Élie de Saint-Marc dit dans son dernier ouvrage, L'aventure et l'espérance, que le 16 mai 58, je n'ai pas honte de le dire, dit-il, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré en voyant ces scènes de fraternisation. À Paris, la crise politique se transforme en crise de régime. Le général de Gaulle est prêt à revenir au pouvoir, même au risque d'un coup d'État qui devient inutile. Le général de Gaulle est investi Premier ministre le 1er juin 1958. 3 jours plus tard, il est à Alger. Nul ne saura jamais s'il était sincère lorsqu'il lança du balcon le fameux « Je vous ai compris !» La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Pour la première fois de leur histoire, les musulmans dans leur ensemble sont considérés comme des citoyens à part entière. Et ils participent au vote du référendum pour la nouvelle constitution, celle qui va instaurer la Ve République. Le plan de Constantine ouvrira de nombreux chantiers de construction, améliorant l'infrastructure et fournissant du travail aux populations. Et moi, je me suis occupé à faire l'interprète pour le bataillon qui était là. Donc, on faisait un peu d'action psychologique le jour du marché. On se déplaçait aussi, on essayait de faire rallier des gens, de la population, des responsables du FLN. Ça a été un peu mon travail de 58 à 62. Mais on a fait un travail honnête. Il y a eu de temps en temps des dérapés. Vous savez, quand un soldat voit son copain étalé à côté de lui, on n'a pas tous la sagesse de répondre correctement. On peut déraper. Le successeur du général Salan, le général Chasles, réussira à démanteler l'insurrection à l'intérieur du pays avec des opérations de vaste ampleur. Le rôle des harkis n'est pas le moindre. À Katina, même les femmes prennent les armes. Ce sont les harkettes, veuves, dont les maris ont été assassinés, ou femmes, dont les maris servent dans le groupe d'autodéfense du village.
Symbole de cette Algérie qui veut rester française, les Harquettes seront toutes massacrées, comme leurs maris et leurs enfants, après le 18 mars 1962. Les résultats de l'armée sont spectaculaires. La moitié du potentiel de la LN est détruit en quelques mois. Le moral des fellagas de l'intérieur, privés de tout renfort, est bas. Les ralliements se multiplient. Vous avez à liquider la force rebelle qui voudrait chasser la France de l'Algérie et y instaurer sa dictature de terreur, de misère et de stérilité. Tout en menant l'action des armes, vous avez à contribuer au développement matériel et moral des populations musulmanes, à les attirer à la France par le cœur et par la raison. Des maquisards répondent à l'appel du général de Gaulle qui demande la paix des braves. L'essentiel, voyez-vous, c'est essayer d'arriver à arrêter cette tuerie. C'est ce qui pèse le plus actuellement. J'ai côtoyé le peuple pendant des mois et des mois, et j'ai senti qu'il souffrait. Nous voudrions être pour quelque chose dans la reconquête des esprits et des cœurs entre les Européens et les musulmans, afin que notre exemple puisse servir à l'avenir à tous les Français d'Algérie, sans distinction de race ni de religion, afin qu'ils comprennent que cette lutte atroce doit arriver à sa fin et qu'un terme soit trouvé à la souffrance et au deuil de 10 millions d'êtres humains. Je crois que c'est l'essentiel de la lettre que nous avons signée. Parmi les ralliés, les hommes du commando Georges, qui portent le nom de leur capitaine, Georges Griot. Leur chef direct, c'est un ex-chef rebelle, Youssef Ben Brahim Youssef, qui appartient à une grande famille locale dont l'influence s'étend au-delà de Saïda et de sa région. Chasser la misère, telle sera la devise de ce commando, formé de rebelles ralliés et de volontaires, en rupture avec le FLN, tous décidés à instaurer une Algérie nouvelle, amie de la France. En 1962, pris dans l'inexorable et terrible engrenage du cessez-le-feu, abandonné par la France, le commando Georges sombre dans le chaos qui accompagne l'agonie de l'Algérie française. La plupart de ses membres et de leurs familles vont subir des sévices, la torture et la mort. Ce ne sont pas les seuls dupes de cette paix des braves. Si Salah, chef de la Wilaya 4, demande à se rendre avec l'accord de plusieurs commandants, Si Salah est reçu discrètement à l'Élysée, avec 2 adjoints par le général de Gaulle, qui ne promet rien car il ne veut traiter qu'avec des politiques. 2 des 3 témoins de la rencontre de l'Élysée, dont Si Salah lui-même, seront abattus à la suite, dira-t-on, d'une fuite organisée depuis Paris. La métropole n'a pas échappé au conflit algérien. 6 000 Nord-Africains et 400 métropolitains seront tués par le seul FLN. En 1954, environ 200 000 Algériens vivent en France, venus gagner de l'argent pour leur famille. Cette population était soumise à la dictature implacable, impitoyable et extraordinaire du FLN. Dès la fin de 1954, la lutte pour le pouvoir est engagée entre le FLN et le MNA. Assassinats, enlèvements, mutilations, tortures, extorsion de fonds, que la presse qualifiera de règlement de compte entre Nord-Africains. À Paris, oui. Ils utilisent les mêmes moyens qu'ils ont amené ça de l'Algérie. Ça rabattait sur les gens qui ont un commerce ou des ouvriers qui travaillent. Ils les font payer des amendes tellement chères, les gens, ils ont un peur bleu. La personne qui ne payait pas le premier avertissement, c'était un tabassage en règle. Et le deuxième, une exécution. J'ai personnellement ramassé
des gens cousus dans des sacs qui avaient refusé de payer les cotisations. Le trafic d'armes se développe. Les fonds sont extorqués sous la menace. Les récalcitrants sont mutilés ou assassinés. Cet impôt rapportera au FLN environ 40 milliards de francs. FLN, ils ramassaient de l'argent et il achetait des armes, mais il attaquait même les policiers dans les portes cochères à Paris, mais il y avait beaucoup plus des attentats. Ils faisaient la loi en France. C'était beaucoup plus dur que je crois que sur le terrain à l'Algérie. Parce qu'on ne sait pas le coup d'où ça vient. D'une cave, d'un étage, d'une rue, d'un coin de rue, d'un magasin, on ne sait pas. Les harkis d'Algérie découvriront dans la capitale le même climat de guerre civile qu'ils connaissent chez eux, quand, le 14 juillet 1957, ils traversent la Méditerranée pour défiler sur les Champs-Élysées. Ils seront agressés dans les rues par des membres du FLN. Le 27 août 1958, une offensive généralisée est déclenchée. Attentats, incendies, sabotages visent des dépôts de carburant, des voies ferrées, des policiers, des hommes politiques. Et après coup, je comprends maintenant que la création de la force de police auxiliaire, commandée par le capitaine Montaner, a été de la part du Premier ministre de l'époque, M. Michel Debré, une réponse à cette situation. C'était une réponse militaire à un état de guerre. Et après, j'ai suivi mon capitaine jusqu'à Alger, à la source d'Alger. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, bah, si tu veux rentrer en France, c'est le moment ou jamais. Il faut rentrer en France parce que là, ça commence déjà des bruits. Et puis, si vous voulez, je vous envoie à la FPA, Force Police Auxiliaire de Paris. Ma mission à moi, c'est arriver à travailler avec la Force Police Auxiliaire à Paris, les renseignements, tout ce qui concerne et essayer d'éliminer les FLN à Paris. Le but de cette opération était, 1, de démontrer de façon voyante que tous les musulmans n'étaient pas partisans de la rébellion. Ça, c'était l'aspect psychologique. Et 2, essayer de repérer les dépôts d'armes de l'organisation spéciale. Il s'agit d'une harka autonome, organisée en 3 compagnies, implantées dans divers arrondissements de Paris. Elles sont composées de musulmans recrutés en Algérie auprès des SAS. Moi, mon rôle à l'époque, entre autres, c'est de faire un peu le tri des gens qu'on pouvait envoyer, qui étaient fiables, qu'on envoyait ici. La préfecture de police a monté cette compagnie de harkis qui ont été recrutés en Afrique du Nord et qui ont travaillé dans la région parisienne. D'abord en prenant en compte des quartiers qui étaient comme la Goutte d'Or ou Ivry, par exemple, du côté de la Porte d'Ivry ou le 13e arrondissement, des quartiers qui étaient très occupés par la population musulmane, donc surveillés de très près par le FLN qui faisait cracher l'impôt et qui exigeait des services de la part de ces gens-là. Et c'est à partir de cette population et de ces harkis qu'on a eu des renseignements qui ont permis aux harkis de Paris, donc à la préfecture de police, qui était dirigée par M. Papon, d'avoir des résultats très importants. On a démantelé dans certains arrondissements tout ce qu'on appelait la collecte de fonds ou même le terrorisme local. Cette harka sera particulièrement efficace, mais en 18 mois, les calots bleus compteront dans leur rang 46 morts et 82 blessés. Ils ne sont pas morts d'une mort naturelle. Hein. Je n'ai jamais douté des missions que j'ai amenées jusqu'au bout. Je n'ai jamais douté. Le FLN trouvera des soutiens nombreux et déterminés en France, auprès de réseaux très divers, dont Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre, des ecclésiastiques aussi, des avocats, des hommes politiques. Il y avait des utopistes chez eux, des rêveurs, mais il y avait des gens qui étaient parfaitement au courant. Par exemple, certains communistes français ont donné au FLN les dépôts d'armes qui leur restaient de la guerre 44-45. Certains
français, par exemple, dans les milieux du cinéma ou dans les milieux de la presse, se sont fait une gloire d'aider le FLN parce que c'était une espèce de façon de jouer la résistance. Ils intègrent le très médiatique réseau Janson, des porteurs de valises, qui convoient armes et argent au profit du FLN. Des complicités à très haut niveau travaillent à l'abandon de cette terre d'Algérie, comme Henri Curiel, directement lié à l'URSS. Son réseau personnel, à base de militants communistes infiltrés dans les administrations et dans l'armée, lui permettra de bénéficier de documents volés. Il y avait au gouvernement M. Michelet, qui était garde des Sceaux, et qui renseignait directement le GPA, c'est-à-dire qui renseignait directement le FLN en Égypte. Donc il y avait une complicité à très haut niveau, à tel point que Michel Debré un jour a dit au général de Gaulle « Michelet m'empêche de travailler pour la lutte contre le FLN, ça n'est plus possible ». Et de Gaulle lui a répondu « Alors démissionnez, je donnerai votre place à Michelet ». En quelques années, le discours du général de Gaulle évolue et c'est ce qui fait basculer la situation sur le terrain. Entre Vive l'Algérie française de 1958 et l'Algérie algérienne de 1960, c'est tout un monde qui s'écroule. Tous les Algériens étaient derrière le général de Gaulle. Et pour eux, le général de Gaulle était un espoir. Pour nous, c'était le sauveur de l'Algérie. La mission qu'il s'est attribuée, c'est de restaurer la position internationale, économique et militaire de la France. Dans cette politique, l'Algérie ne tient qu'une place secondaire. Il faut aller vite, au point d'en sacrifier les aspects humains. Pieds-Noirs et Harkis vont en payer le prix fort. Dès l'été 1958, tous les grands acteurs du 13 mai sont renvoyés en métropole. Commence alors la politique de rapprochement avec le FLN. Des mesures de grâce libèrent 7000 condamnés algériens. Ils retournent aussitôt à la rébellion. Le discours du 16 septembre 1959, annonçant la nouvelle politique d'autodétermination, apparaît en contradiction avec les déclarations prometteuses de juin 1958. Elles sont à l'origine des drames de 1960, la semaine des barricades de 1961, le putsch et l'apparition de l'OAS. Le putsch des généraux mérite une attention à part, car au-delà du fait militaire, ses principaux acteurs ont en mémoire le souvenir douloureux de l'abandon des populations indo-chinoises quelques années plus tôt. Alors qu'en peu de temps le discours officiel a changé d'orientation, le malaise s'étend dans l'armée française et la population musulmane, enjeu de la guerre, comprend que la France se désengage. L'armée s'est révoltée, non pas pour prendre le pouvoir, il s'agissait, d'aller jusqu'au bout en Algérie pour bâtir une Algérie nouvelle avec la France, d'ailleurs avec un tas de réformes, bien entendu. Comment des gens d'honneur ont-ils pu désobéir à un tel point à leur devoir? C'est une erreur d'appréciation. Ils ont cru qu'ils allaient refaire le 13 mai. Au moment du putsch, j'étais encore dans le Djebel. Je n'ai pas compris du tout. Ma réaction, ça a été de dire qu'est-ce qui leur prend de se révolter? Parce que nous, sur le terrain, on est en train de gagner la guerre. J'avais la population en main dans tout le bâbord. Le général Schall, personnage intègre et accepté de tous, intelligent et pondéré qui connaît bien les questions de l'OTAN, estime que la sécession des départements français d'Algérie ouvrirait une brèche dans le dispositif occidental au profit des soviétiques. Homme de cœur, lucide, il prévoit les massacres que provoquera le départ des Français. Il refuse d'abandonner les populations que la France a compromises auprès du FLN. Le commandant de Saint-Marc est à l'époque à la tête du 1er régiment étranger parachutiste, régiment emblématique de la Légion.
Très jeune résistant et déporté après Saint-Cyr, il sert 3 fois en Indochine, où il doit abandonner au Viet Minh la population du village de Ta Loong au Tonkin. La honte de cet abandon le hante. C'est elle qui le pousse à suivre Challe, car chacun voit se profiler d'autres Ta Loong en Algérie. Cet homme à la personnalité irréprochable paiera de 5 ans de détention sa fidélité à ses idéaux. Il y a un moment où lorsque la discipline, la légalité vous oblige à faire quelque chose qui est contraire à votre conscience, il faut dire non. Après l'échec du putsch, qui ne durera que 4 jours, Salan et Jouot plongent dans la clandestinité. Malgré les ordres donnés, les magistrats retiendront les motivations patriotiques des accusés et certains dessous douteux de la politique gaullienne, comme l'affaire Sissala. Le mot de la fin sera prononcé par le général de Pouilly, commandant le corps d'armée d'Oran, qui a refusé de se rallier au général Challe, déposant au procès Salan. J'ai choisi la discipline, j'ai également choisi de partager avec mes concitoyens et la nation française la honte d'un abandon. L'histoire dira peut-être que leur crime fut sans doute moins grand que le nôtre. Sur ces entrefaites, l'OAS, Organisation de l'armée secrète, voit le jour. J'avais 18 ans, donc je décide de rejoindre l'OAS. Avec des jeunes, nous étions uniquement des jeunes. Le but n'était pas de tuer, mais d'intimider ceux qui aidaient le FLN ou les porteurs de valises. Un beau jour, j'ai vu débarquer la police chez moi, un dimanche d'ailleurs. J'étais arrêté immédiatement, menottes aux mains, embarqué, garde à vue et compagnie. Les chefs de l'OAS, qui étaient des gens très bien, que je respecte beaucoup, je pense au général Salan en particulier, ont été arrêtés assez tôt. Donc l'OAS a été décapité au printemps 62. Il y a eu une certaine anarchie au sein de l'OAS, c'était l'apocalypse. L'OAS tombe dans l'extrémisme et la terreur, une débandade qui desservira la cause même pour laquelle l'organisation a été créée. L'OAS, c'était quoi? C'était un mouvement... Il y avait des gens très divers dans l'OAS. Dans un mouvement clandestin, il y a toujours des débordements ou des gens incontrôlés ou incontrôlables. Mais le sort des harkis était déjà scellé. Le référendum souhaité par le général de Gaulle sur sa politique algérienne a été largement remporté. Les musulmans ont compris que de toute manière la France allait partir et les abandonner. Ce qu'ils étaient loin de deviner, ce sont les conditions de cet abandon. Surtout que des promesses avaient été faites. Janvier 61, le commandant en chef a envoyé un message à lire jusqu'au niveau des compagnies, toutes les compagnies dans l'Algérie, disant l'armée restera pour permettre le retour au calme. Pierre Messmer envoie un message en mai 1961 qui se termine par la France n'abandonnera jamais aucun de ses enfants. Alors, beaucoup de harkis, peut-être hommes simples, se disent « je suis enfant de la France ». De rupture en reprise, de rencontres secrètes en rencontres officielles, le parcours des discussions avance vers ce que la presse va nommer les accords d'Évian. Puisqu'ils veulent tous qu'on leur donne tout, aurait déclaré, dit-on, le général de Gaulle. Il est rare quand même qu'un pays gagne militairement une guerre, qu'un pays gagne psychologiquement une guerre, car il ne faut pas oublier le vote intervenu en Algérie massivement en faveur de l'Algérie française, et que malgré cela, le pouvoir politique décide de donner à son adversaire la victoire politique. Les conditions du FLN sont les mêmes depuis toujours. Indépendance immédiate de l'Algérie. Unité politique des populations vivant en Algérie. Intégralité territoriale de l'Algérie, Sahara inclus. Le général abandonne le Sahara en septembre 1961. Il cède sur le principe du maintien d'une minorité institutionnelle 6 mois plus tard. Et finalement, il abandonne l'Algérie en acceptant les accords d'Évian, signés le 19 mars 1962 par Louis Jox, Robert Buron et Jean de Breuil pour la France et Krim Belkacem pour le FLN. Toutes les autres composantes de la population d'Algérie, dont les Pieds-Noirs, ont été exclues de ces négociations.
et aucune réponse n'est donnée à la demande française concernant les prisonniers détenus par le FLN. Je me considérais comme un Français à part entière. Et les Algériens, ils savaient que l'Algérie, c'est De Gaulle qui l'a donné, hein. C'est pas eux qui l'ont gagné. Hein. Le volet politique des accords d'Évian ne fut respecté que sur les points favorisant le FLN. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance. À travers la sauvagerie des exécutions qui ont décimé les harkis, le FLN montre qu'il n'a pas pardonné à ceux, beaucoup plus nombreux, qui avaient choisi la France. En 1960, les effectifs des harkis atteindront 63 000, répartis en 800 harkas. Joints aux Mohasni et aux autres supplétifs, ils représenteront près de 200 000 hommes qui ont choisi la France, alors que les effectifs rebelles culmineront quant à eux à 48 000 en 1958. Ce fait, ajouté au revers militaire de la LN et à la surenchère des résistants de la dernière heure, sera la cause principale de la sauvagerie pratiquée à l'encontre des harkis après l'indépendance. Pourtant, des garanties orales leur sont d'abord fournies et le texte de l'accord de cessez-le-feu précise que les deux parties s'engagent à interdire tous les actes de violence collective et individuelle. Tout le monde pensait que la France allait faire le nécessaire pour ne pas abandonner ses soldats. Les militaires qui étaient à l'époque sous le drapeau français croyaient vraiment à la France et que la France allait les aider, les occuper d'eux, ne pas les abandonner, ça c'est sûr. De février à juillet 1962, des directives parfois contradictoires s'attachent à régler le sort des supplétifs, à qui sont proposées plusieurs options. Licenciement avec prime, contrat civil de quelques mois, engagement dans une force d'action locale ou engagement dans l'armée française pour les plus jeunes. La moitié de ceux qui sont partis ont refusé leur prime. Et moi, je peux vous dire que là où j'étais, ils refusaient leur prime en disant « je laisse l'argent de la France ». La France nous a trahis. Mais la décision qui va sceller le sort des harkis, c'est celle de les désarmer. On arrive et sur un dernier village qu'on devait aller voir, et là, qu'est-ce qu'on voit? Un drapeau français qui flotte au vent. Et donc on y arrive, et devant ce drapeau, une dizaine de harkis au garde à vous. On descend, on nous rend les honneurs et on les rend. Et puis le maire musulman arrive, nous salue et nous invite les officiers à prendre le thé. Et mon compagnon de compagnie dit « Mais, monsieur le maire, vous savez ce qu'il y a autour ?»« Ah oui, je sais, il y a une ferka là, il y a une katiba là, il y a... Mais, monsieur le maire, vous n'allez pas tenir. Ouais, on tiendra. Ça fait... Ils sont déjà essayés il y a 15 jours, on les a étrillés. Non, vous inquiétez pas pour nous. Et notre commandant de compagnie lui dit, ah oui, monsieur le maire, mais il y a un X et vous devez rendre vos armes. Je vois l'horreur de la situation, parce que dans le bled, on ne s'en rendait pas compte. Et ce maire lui a répondu, Mektoub, faites ce que vous devez faire. On a rencontré donc d'autres harkis. Je me souviens d'une soirée passée avec eux en bivouac. Hein. Ils étaient autour de nous et on était une petite section devant eux. Et on ne parlait pas, personne ne parlait. Et j'ai même écrit dans mon petit journal de bord que ces supplétifs nous regardaient avec un air sombre, interrogateur et un peu envieux. Parce que nous, on allait être rapatriés et on les abandonnait. Voilà. Le 26 mars, le colonel Boumdien, chef de l'armée de l'extérieur, lance un appel général à la désertion des frères algériens avec promesse de pardon. Mais ces directives secrètes au Wilaya
prescrivent de se montrer conciliants envers les harkis afin de ne pas provoquer leur départ en métropole, ce qui leur permettrait d'échapper à la justice de l'Algérie indépendante. On ne sait pas très bien ce qui se passait. C'est après qu'on a vu les gens qu'on fusillait sur les routes, à distance, on regardait à la jumelle, et vous imaginez la fureur des officiers, des sous-officiers, des hommes de troupe devant ce spectacle qu'on voyait à la jumelle et on ne bougeait pas, l'arme au pied. De nombreux supplétifs sont convaincus par les promesses du FLN et renoncent à une expatriation qui effraie leur famille. Deux populations qui vivaient ensemble de façon moyenne depuis un siècle passé, personne ne croyait à un départ généralisé de l'armée. Et moi, j'ai eu des premiers soupçons, réellement les vrais soupçons, c'était dans les années 60, vers 61, où un des officiers m'a dit « Écoute, plie bagage si tu veux rentrer, tu rentres chez moi, tu as de la place. » Je ne voulais pas. J'étais persuadé de rester. Je n'avais pas de sang sur les mains. Le seul truc, c'est que j'ai fait ramener des gens vers la France, vers l'armée plutôt. C'est la seule chose qu'on pouvait me reprocher à l'époque. Après les accords d'Évian, j'ai une musulmane qui vient me voir, qui me dit « Voilà, mademoiselle, la Wilaya 4 veut que j'aille les rejoindre. Je sais que je serai violée et tuée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» 20 minutes ou une demi-heure après, arrive une autre qui me dit la même chose, mais qui me rajoute « J'ai peur qu'on me demande de tuer mes camarades. » Dès le cessez-le-feu, un plan d'évacuation des zones non urbaines est mis au point. Par étapes, les unités françaises remontent vers le nord, les unes étant relevées par les autres. Ainsi, les harkas sont-elles passées en compte aux unités relevantes qui n'auront pas le temps de s'attacher à ces supplétifs inconnus. Elles les laisseront sur place plus facilement après les avoir désarmés parfois au prix de subterfuges déshonorants. Étant chef de commando d'une unité donc particulièrement engagée dans la guerre, les représentants du FLN ont demandé que je sois renvoyé en France tout de suite. Le colonel commandant le secteur opérationnel m'a fait connaître ce désir. Je lui ai dit, il n'est pas question que je parte sans mes harkis. Les règlements de compte et des sévices graves commencent dès le départ des unités. Le 9 mai, Georges Pompidou rappelle que le devoir de porter assistance à des personnes en danger s'impose à tout militaire. Mais le 12 mai, Louis Jox, dans une directive, menace de sanctions les complices de ces rapatriements en dehors du plan prévu. Le message est repris le jour même par le ministre de la Guerre, contrairement à des déclarations antérieures et même à ce qui a été écrit. On a désarmé les harkis parce qu'on avait peur qu'ils partent à l'OAS. Et c'est clair. Et surtout, on avait peur que ces 250 000 harkis soient capables d'écraser les quelques milliers de fels qui restaient dans la nature. Des harkis parvenus à Marseille ont été refoulés vers Alger et auraient été, dit-on, massacrés dès leur débarquement. J'étais kidnappé comme ça, voilà. Juste une dizaine de jours après le cessez-le-feu, avant le référendum. J'étais battu, j'étais 5 jours les pieds en l'air. Il y en a même qui sont enterrés vivants, surtout au camp du Maréchal, où ils torturaient les gens et les tabassaient, puis ils leur faisaient creuser des trous et les enterraient vivants. Ils criaient encore et puis soit une jeep, soit quelque chose, ils passaient dessus sur les trous et puis ça le finissait ou on le laissait comme ça la nuit de toute manière et il meurt. J'ai été fait prisonnier par le FLN par la suite. Le surlendemain de l'indépendance, j'ai été arrêté et là, ça a été le gros truc. Il y avait 2 personnes en tenue que je ne connaissais pas. Et il y avait d'autres personnes, des civils, que j'ai connus, dont certains que j'ai aidés, que j'ai sauvés de la prison.
si ce n'est pas d'autre chose. Ils nous ont sortis dans la nuit, ils ont tué mon oncle, et moi, ils m'ont laissé pour mort. Ils m'ont tabassé, j'ai 17 cicatrices sur la tête, sur le corps, 17 cicatrices, ils m'ont laissé pour mort. Et j'ai été en ville, bon, il y a un médecin qui m'a soigné. Quand j'ai voulu partir, j'ai été arrêté une seconde fois, et là, ils m'ont emmené dans un camp à la frontière algéro-tunisienne, où j'ai vu mourir des dizaines de gens pour déminer la ligne Maurice. Ma mère a réussi à me faire évader, elle m'a caché un certain temps, le temps de me préparer des faux papiers, et avec l'aide d'un gars du FLN. Le monde était fort. C'est lui qui m'a fait les papiers, et c'est lui qui a réussi à me faire embarquer. Devant l'ampleur des massacres, de nombreuses initiatives se font jour. Des officiers défient les ordres, évacuent des harkis et leurs familles. Au total, 90 000 rapatriés musulmans, dont seulement 21 000 anciens harkis, auront été accueillis de 1962 à 1966. Il reste que le plus grand nombre sera abandonné en Algérie et livré à ses bourreaux. On est restés tous. On est restés tous sur place. Et c'est là le drame. Tous ces gens-là qui sont donc envahis le village, et puis qui ont pris les harkis, ils ont choisi un endroit comme point de tuerie et de torture. Ils sont arrivés méconnaissables, une épaisse couche du sang sur le visage. Et ils ne pouvaient pas parler parce que les lèvres sont collées par le sang. Et en les regardant bien, je les ai reconnus qui c'est. J'ai appelé ma mère et ma tante pour leur mettre quelque chose d'un liquide sur la bouche pour qu'ils puissent ouvrir et leur donner à manger et tout. Et la peau de la tête est tombée dans le dos. Et les mollets sont taillés au couteau. Et marchaient comme, genre un petit peu quand on voit certains films de l'horreur, exactement pareil, quoi. Symbole d'une époque, les harkis sont désignés à la vindicte populaire. Représentant l'engagement auprès des Français, ils sont systématiquement pourchassés et tués dans des conditions indescriptibles que peu de documents montrent. Entre autres horreurs, des hommes du commando Georges seront ébouillantés puis coupés en morceaux. Souvent les familles seront elles aussi massacrées, les femmes et les filles livrées au djounoud. C'est alors pour ceux qui peuvent s'échapper une fuite éperdue pendant des kilomètres à travers les broussailles, les forêts ou les montagnes, jusqu'au camp de repli le plus proche de l'armée française, où ils viendront chercher refuge. Et mon père, donc, il commençait à paniquer, il tournait dans la maison, il cherchait l'endroit, une fenêtre, une porte, quelque chose pour fuir. Et mon père, il a choisi une fenêtre du côté d'une petite salle de bain, une petite fenêtre comme ça. Il a dit à mon cousin, écoute, si on ne se sauve pas, ils vont nous finir dans la maison devant les enfants. Ils ont sauté par cette fenêtre. Et sont partis en courant à travers les champs. Ce sont des images qui restent. Et ma mère, elle lui tend une chemise propre, elle lui dit, écoute, prends cette chemise avec toi. Tu auras peut-être un moment où tu pourras la changer. Alors il a dit, cette chemise que j'ai sur moi, j'aurai même pas le temps peut-être de la salir, elle sera sous la terre. Tous les villageois, ils se sont mis à courir derrière eux. Et ils s'appelaient dépêchez-vous, il y a les harkis, on va les attraper. Ils se sont mis à courir derrière eux. Ils ont couru tellement fort. Ils ont réussi à attraper donc, cette caserne. Et comme c'était l'indépendance, donc l'armée n'avait plus le droit de tirer sur qui que ce soit. Et le gardien n'a pas voulu les laisser rentrer. Il y avait des milliers de personnes derrière, enfants, vieillards, femmes, hommes, avec petits drapeaux, vive l'Algérie, vive l'indépendance. Et attraper ces harkis-là, on va leur faire ceci, cela. Ils ont poussé le gardien, ils sont rentrés à l'intérieur. Puis il y a eu des officiers qui sont venus, ils ont dit, vous n'avez rien à faire ici. On n'a plus le droit de faire entrer qui que ce soit.
Et ils ont dit, écoutez, on est des harkis, regardez ce qui se passe derrière, vous nous refoulez, on est morts. Il dit, on est des harkis, on a besoin de protection aujourd'hui. Donc ils les ont gardés. Le camp de regroupement où nous étions, un certain nombre de gens ont décidé, pour sauver leur vie, de partir. Et donc un soir, vous aviez une colonne de civils qui se dirigeait vers la caserne, qui était un peu plus loin. Et arrivés devant la caserne, les militaires nous ont dit « vous ne pouvez pas rentrer ». Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre ou parce que, je l'ai appris par la suite, les ordres étaient de laisser les harkis en Algérie et de ne pas les ramener en France. Je me souviens très bien que nous sommes restés plusieurs jours dans la forêt, à proximité de la caserne. Le seul effort que les militaires ont fait, c'est de nous garder en quelque sorte. Ils avaient placé des armes pour éviter que les membres du FLN viennent nous tuer les uns après les autres. Et nous étions restés comme ça à peu près une semaine. Et ce n'est qu'après que l'ordre est arrivé où effectivement nous a autorisés à rentrer dans la caserne. L'abandon des harkis reste à jamais une blessure au cœur de ceux qui, sur ordre, durent abandonner leurs camarades de combat à la sauvagerie du FLN. La France, elle aurait dû préparer le retour. On ne peut pas abandonner ses soldats. Aucune armée au monde abandonne ses soldats. Ça, on ne peut pas renier complètement la parole donnée, surtout quand ça vient d'un président de la République ou d'un gouvernement qui se respecte. Encore plus, ils ont décidé de désarmer, de les abandonner. Malgré les consignes d'interdiction, l'armée essaie de rapatrier des familles de harkis en cachette, et pas seulement des yeux de Paris, qui ne veut pas se fâcher avec la nouvelle République indépendante, mais aussi des yeux vigilants du FLN de tous bords, anciens et nouveaux, qui ne veulent pas les laisser échapper. Il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas montrer sa tête, il fallait rester, on était restés à plat ventre parce qu'il y avait des fenêtres autour, il y avait des immeubles. Donc il dépassait toute la caserne et on voyait les gens, ils étaient en fête, ils cherchaient les harkis. C'était la musique, c'était la fête, c'est circulé, et puis ça tournait autour, parce qu'ils ont su sûrement qu'il y avait des familles harkis. Donc ils tournaient autour des casernes pour voir s'il n'y avait pas une famille qui était rentrée là. Donc il ne fallait pas bouger, il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas... Et puis on est parti. En pleine nuit. Et là, c'est là que j'ai découvert donc les familles dans notre village. Il y en avait une dizaine de familles. C'était les FLN qui faisaient les barrages, qui contrôlaient et tout. Il ne fallait pas qu'ils s'aperçoivent du tout qui transportaient des civils. Et il y avait un bébé de 3 semaines, peut-être un mois, qui pleurait dans le camion et ils l'ont entendu. Donc quand ils se sont aperçus que les camions transportaient des enfants. Ils ont sifflé sur les camions, mais il a fait semblant qu'il n'avait pas entendu. Et là, il a tracé. Les gens sont entassés sur des bateaux, les uns sur les autres, prêts à tout pour laisser derrière eux la peur et la mort pour un avenir incertain. Mais dans cet avenir, il y a la vie et l'espérance. On avait une femme qui était enceinte, mais presque à accoucher. Alors le médecin disait, elle va accoucher sur le bateau. Alors on essayait de lui faire comprendre qu'elle accouche à Alger, puis mais non, je viens comme ça, même si je dois mourir, je viens comme ça, je reste pas à Alger. Et elle a accouché sur le bateau. Quand l'enfant est sorti, c'était un beau garçon, je sors pour dire au mari qu'il avait un garçon. Et c'est la première fois qu'un homme musulman me disait, dis-moi, ma femme, comment va-t-elle? J'ai dit, elle va très bien. Tu es sûr, elle va bien? J'ai dit oui. L'accueil en métropole sera à la mesure du choc subi entre incompréhension et rejet. Et le 3e convoi que j'ai fait, alors là, c'était sur un cargo. Alors là, c'était pas rigolo du tout parce que c'était communiste du commandant au dernier marin. On installe les harkis, les femmes et les enfants. Et puis, je demande au commandant où nous logions. Oh ben, où vous voulez. Il n'y a rien de prévu pour vous. Les autorités sont débordées. On décide d'installer ces harkis dans des camps. Certains vont y rester des années.
Rivesaltes, Saint-Maurice, Billage, 66 000 personnes transiteront par là ou par les hameaux forestiers, autre solution provisoire qui, pour certains, va s'éterniser elle aussi. La plupart partiront en quelques mois, soit à l'aide de leurs officiers, soit par l'intervention de quelques autorités locales. On a vu arriver des militaires de Perpignan qui ont commencé à construire un camp de toile, des îlots, alors des tentes, hein, à n'en plus finir, et très vite on se retrouvait 15 000. L'école était dans le camp même, on n'allait pas à l'école communale. Je crois qu'il devait y avoir entre 15 000 et 20 000 personnes dans le camp Joffre à Rivesaltes. L'école de la commune ne pouvait probablement pas accueillir tous ces enfants qui arrivaient. Donc c'est les militaires qui nous faisaient classe. Les seuls qui ont fait l'effort de nous accueillir ou de nous ramener en France, c'est les militaires. Donc c'est eux qui nous ont hébergés aussi. Et l'été, les militaires nous organisaient aussi un peu nos congés, en quelque sorte, ou nos colonies de vacances. Les camps n'étaient pas des prisons, au contraire. Dans les camps de Rivesaltes, Saint-Maurice-l'Ardoise et de Billas également, il y avait une formation professionnelle pour les hommes et pour les femmes. La vie était facile dans les camps. De rester, tout est payé. Et rester dans les camps. Et c'est ceux-là qui se sont aperçus, plusieurs années plus tard, qu'ils ont malheureusement pas réussi leur vie, surtout pour leurs enfants. Quand j'entends dire c'est comme une prison, moi je suis désolé, la prison c'est la Méditerranée, c'est pas ici. Hein. C'est d'abord en Lozère, à l'initiative de son député, Henri Trémollet de Villers, que les harkis vont pouvoir entamer leur réinsertion. À trois maires, Maître Alméras, le maire de Villefort, Maître Copper, le maire du Blémard, et Monsieur de Lescure, maire de Vieille-Vic, ont accepté de recevoir des harkis et s'en sont occupés d'une manière remarquable. Et entreprise passionnante, humaine. En même temps, nous expliquions ces gens-là aux Lozériens qui étaient tout à fait ébahis de voir ces Algériens qui arrivaient, qui attachés à la France. Il y a des choses peut-être pour faciliter la décolonisation, mais qu'on a beaucoup caché aux gens, c'est l'attachement des populations sur place, l'attachement à la France. Voilà. 130 ans, ça crée des liens. Ceux que j'ai ramenés se sont installés en Lozère, mais nous-mêmes en Lozère, nous avons monté une exploitation d'élevage de moutons importante, ça a duré 8 ans. Certains sont allés dans les mines d'Alès, d'autres sont allés chez Michelin, selon les tribus d'origine. Certains des habitants de ces hameaux en ont probablement eu assez et ont eu le mérite de vouloir s'extraire un peu de cette vie de reclus et de partir se confronter aux autres. Et ça a été le cas de mes oncles qui ont choisi de quitter le hameau pour venir en Normandie, à Rouen. C'est un peu une chance pour mon frère et moi, puisque ça nous a permis là de nous confronter avec les autres. J'arrivais à la fin de ma scolarité, je passais le certificat d'études. L'instituteur me dit écoute, tu as peu de chances de l'avoir. Ben, je dis écoute, je vais essayer, c'est pas grave. Et nous avons été 3 à l'avoir sur toute sa classe. Donc, et j'étais parmi ces 3. Vous tombez sur des gens bien qui acceptent de vous donner un coup de pouce. Et ce directeur de collège m'a dit ok, m'a convoqué, je suis allé le voir. Il me dit très bien, je te donne ta chance. Je te mets directement en 5e pendant un trimestre. Si tu tiens le coup, je te garde, sinon tu repars. J'ai passé le baccalauréat et puis j'ai fait quelques études. Voilà comment ça s'est passé, pour moi en tout cas. On avait des hommes politiques qui, à l'époque, ne voulaient pas parler de harkis, ne voulaient pas reconnaître la catastrophe qu'ils ont créée, parce que tous nos problèmes, tout le problème des harkis vient des politiques, des gouvernants politiques, qu'ils soient de gauche que de droite. Ils ont mis une chape de plomb sur cette population-là qui a cru, qui a pensé, qui s'est toujours dit qu'elle était française et qu'en réalité, on ne voulait pas en parler, on ne voulait pas les écouter, on ne voulait pas les aider, on ne voulait pas qu'ils s'en sortent. À l'époque, il y avait très peu d'informations. La seule information, c'est que là-bas, il y a la torture, et c'est l'armée qui torture, c'est les harkis qui torturent. Le FLN, c'était des moutons.
des braves gens. On ne donnait pas l'explication exacte de ce qui s'est réellement passé là-bas. Pour les harkis, c'était la honte de parler de ce passé-là. Parce que à l'école, et l'école, mon Dieu, était très politisée dans les années 60, les harkis, c'était des collabos. Ça a été entendu, mon fils est arrivé un soir en pleurant. Papa, j'ai regardé dans le dictionnaire, collabo, ça veut dire quoi. J'ai regardé, et tu étais un collabo, toi? Qu'on dit toujours des harkis qu'ils sont des traîtres. Or, c'est insupportable, ça. La blessure était immense, compte tenu du fait qu'au sud de la Méditerranée, on vit de dignité personnelle et de fierté. Autant ils en parlaient peu dans leur famille, autant ils en parlaient peu à l'extérieur, autant ils n'en parlaient qu'à ceux qui savaient et qui pouvaient comprendre l'étendue de la blessure profonde. La blessure, c'est l'abandon. Le choix, non. Aucun regret. Non, aucun. Le seul regret que j'ai, il est énorme. Et je crois qu'avec l'âge aidant, c'est que j'ai trompé des gens pour les faire venir à la France. J'en ai fait rallier des gens. J'en ai fait venir beaucoup. Des gens du FLN comme de la population civile. C'est mon seul regret. Mais mon action à moi, ma position à moi, aucun regret. Et la France n'a pas à rougir, elle a laissé de belles choses en Algérie. On a déformé l'histoire pour quelles raisons, on ne sait pas. Et je vous dis, les politiques n'ont pas été à la hauteur, qu'ils soient de gauche comme de droite. Ils ont été infects avec cette histoire d'Algérie. Ils ne parlent pas à leurs enfants, ils ne veulent pas transmettre à leurs enfants l'énormité de la blessure qu'ils encaissent, ils vivent cette blessure. Voilà pourquoi ils ne parlent pas. J'ai effectivement ressenti qu'il avait souffert parce que ce côté-là, ce côté de l'Algérie, il le racontait pas. C'était quelque chose de très très intime. En même temps, c'est pour ça que je sentais que c'était très douloureux. J'ai appelé mon père, je lui ai dit écoute, je vais aller en Algérie et tout ça. Il m'a dit non, t'y vas pas, tu risques ta vie, tu risques plein de choses et tout. Je dis mais écoute, tu veux pas te confier à moi, tu veux pas me dire des choses que j'ai besoin de comprendre pour me construire. Que ce soit douloureux, je le comprends, mais moi j'ai besoin aussi. Donc du coup, comme c'était un mur un peu entre nous, il a fait donc sa crise cardiaque. Et effectivement, ça m'avait marqué parce que j'ai été le voir à l'hôpital suite à ça. Et je lui dis, mais même si, papa, tu es malade, même si moi aussi je suis malade à l'intérieur, j'ai besoin de comprendre, donc il faut que j'y aille. Quand je suis allée en Algérie, je me suis dit, être harki, c'est justement de savoir comment se définir, c'est-à-dire de savoir qui on est, à partir de quoi on est fait, et voilà. Et ça passe que par la quête des origines et d'arriver à comprendre, à se définir identitairement. Une fois que ça c'est fait, je pense que c'est un apaisement d'abord. Les harkis, c'est de multiples appartenances qui se confrontent en fait au lieu de forcément coïncider, de s'entremêler finalement. Et du coup, je leur souhaite de se trouver tout simplement et d'arriver à être eux-mêmes parce que ça fait partie de leur histoire. Moi, j'ai toujours dit, je suis française, je suis algérienne, kabyle, fille de harki. Et aujourd'hui, je me dis, c'est mon papa qui était harki. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Il est parti, il n'est plus là. Il n'y a plus... Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'identité harki. Je l'ai à l'intérieur de moi, mais si je ne l'avais pas reçue, j'aurais pas su. J'aurais erré pendant longtemps et certainement qu'il y aurait un manque en moi, je pense.